Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Édouard Philippe renoue le dialogue avec les collectivités. Après une période de tension, le Premier ministre a promis que les concours financiers de l'État ne baisseront pas en 2018. En ouverture de la conférence des villes qui se tient aujourd'hui à la mairie de Paris. Nous serons en direct dans un instant. À 4 jours des élections sénatoriales, suite de notre série consacrée à la campagne vue du terrain. Reportage dans les Hauts-de-Seine, un des départements que la droite entend bien conserver, malgré, vous allez le voir, une multiplication des candidatures dissidentes. Comment rendre le travail parlementaire plus efficace? François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, veut réformer l'institution et ses méthodes de travail pour, dit-il, légiférer plus vite. Est-ce réellement possible? Quel impact au Sénat? On en débat dans Sénat 360. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Mickaël Zamès en direct de l'Hôtel de Ville. Le multiplex, c'est tout de suite. Calmer la grogne des élus et renouer le dialogue avant les sénatoriales. Voilà à quoi s'est attelé Édouard Philippe devant la conférence des villes organisée par l'association France Urbaine. Le Premier ministre a abordé sans tabou tous les sujets qui fâchent, des contrats aidés à la taxe d'habitation sans oublier la baisse des dotations. Quentin Calmé. Opération déminage pour le Premier ministre ce matin, en ouverture de la conférence des villes qui réunit les 2000 agglomérations, métropoles et grandes villes de France. Édouard Philippe est immédiatement revenu sur le dossier chaud du moment, la baisse des dotations de l'État. Il ne s'agit pas de 13 milliards d'euros de baisse de la dépense locale. Nous vous demandons de maîtriser votre dépense, y compris votre dépense tendancielle qui est en hausse. C'est très différent. Vos dépenses vont continuer à progresser, mais vous devez infléchir la courbe. Pour les maires présents ce matin à la conférence des villes, on note l'évolution dans la méthode de l'exécutif. Après plusieurs annonces très mal perçues par les élus locaux sur les dotations, les emplois aidés ou encore la taxe d'habitation, aujourd'hui, ces édiles veulent croire à une nouvelle dynamique. On ne voulait pas que ce soit un coup de rabot brutal tout de suite. Il a adopté, semble-t-il, une méthode que l'on appelait de nos voeux, qui tient compte de la croissance, de la diversité de nos territoires et qui donc va nous permettre de respirer. Pour d'autres élus, notamment à gauche, rien à faire. Le début de quinquennat est raté pour ce qui est des relations avec les collectivités territoriales. Nous sommes porteurs de cette grogne parce qu'elle nous vient du terrain. Le Premier ministre a dit que les maires, c'était vraiment l'incarnation de la proximité et du terrain. Eh bien oui, et ce qui remonte du terrain, c'est un profond mécontentement, le sentiment qu'après la conférence nationale du territoire, il y a eu tromperie, puisque toute une série de tuiles leur sont tombées sur la tête pendant l'été. Des élus qui vont être très attentifs lors de la présentation du projet de loi de finances mi-octobre. Déjà, les associations des maires de France, des départements et des régions ont annoncé vouloir maintenir la pression lors de leur congrès réunis dans les prochaines semaines. Et on va tout de suite retrouver Mickaël Zamès en direct de l'Hôtel de Ville de Paris. Bonjour Mickaël. Alors est-ce que le Premier ministre a réussi à renouer le dialogue avec les collectivités territoriales après un été meurtrier ? Alors, il n'y avait pas de grande déclaration d'amour. Ce qu'on voulait ici, en tout cas pour les grands élus, c'était des preuves d'amour. Le Premier ministre est donc venu avec certaines annonces. Pas moins de 5 ministres aussi sont venus. C'est presque Noël avant l'heure, finalement, pour les collectivités. Chacun est venu avec un petit cadeau, notamment le Premier ministre qui a formulé une demande d'enveloppe supplémentaire pour les collectivités. Pas loin de 384 millions seront alloués à ces collectivités. Autre exemple très concret, Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, qui est venu annoncer que davantage sur la TVA d'1 point serait accordé également pour les collectivités locales. C'était une annonce qui avait été faite par le dernier quinquennat. Peut-être qu'elle ne devait pas continuer pour ce quinquennat ici. Et finalement, eh bien, c'est une confirmation. 1 point de TVA égale 97 millions d'euros, nous disait tout à l'heure le ministre des Comptes publics, tout à l'heure dans le couloir ici à l'Hôtel de Ville, ce qui représente très exactement la somme de 481 millions d'euros accordés aujourd'hui pour les collectivités locales. Certains diraient que c'est une goutte d'eau
par rapport aux 13 milliards notamment qu'a abordé le Premier ministre ce matin, mais ça reste quand même un geste très important. Il fallait donc calmer la grogne, on le comprend bien, une forme de rattrapage après un été difficile. François Baroin disait ce matin que c'était un été meurtrier. Alors le dialogue, oui, il est renoué, il va y avoir maintenant une vigilance de la part des élus locaux, être très vigilant par rapport au projet de loi de finances qui sera abordé dans les prochaines semaines au Parlement. Et puis évidemment, il y aura des congrès, mais surtout ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des élections sénatoriales qui approchent et tout le monde se dit, en tout cas les ministres qui on a pu rencontrer se disent, notamment Gérald Darmanin, qui on a discuté tout à l'heure, nous disent que peut-être à partir de lundi, après les élections sénatoriales, la grogne se calmera un petit peu. Merci beaucoup, Michael Zamès, pour toutes ces précisions. Et autre thème sur lequel le gouvernement doit rassurer, il s'agit du logement. Après l'annonce de la baisse des APL, des mesures fiscales choc ont été présentées ce matin au Conseil des ministres afin d'encourager la cession de terrains à construire, mais aussi la prolongation du prêt à taux zéro et du dispositif Pinel. Cécile Sixou. Construire plus et vite, voilà l'objectif du gouvernement. Et pour cela, il compte tout d'abord libérer des terrains à construire, ceux de l'État tout d'abord, mais aussi ceux des particuliers qui, grâce à un abattement fiscal allant de 100% pour les logements sociaux, 85% pour les logements intermédiaires et 70% pour les logements libres, vendraient plus facilement leurs terrains. Autre mesure pour inciter à construire plus vite, la reconduction de 2 aides publiques, le prêt à taux zéro et l'avantage fiscal dit Pinel, qui seront désormais réservés aux zones tendues. Enfin, le gouvernement prévoit de sanctionner les recours abusifs contre les permis de construire, des recours qui ralentissent les projets immobiliers. Autre axe du plan logement, aider les jeunes avec 2 mesures phares, la construction d'ici 5 ans de 60 000 logements étudiants et 20 000 logements pour les jeunes actifs et la création d'un bail mobilité pouvant aller de 1 à 10 mois où il n'y aura pas de besoin de déposer de garanties personnelles auprès des propriétaires. Enfin, le gouvernement souhaite revoir le mode de calcul des APL. Elles se baseront désormais sur le revenu en cours et non sur le revenu engrangé 2 ans auparavant. Et pour plus de précisions, je vous propose d'écouter les réactions du ministre Jacques Mézard. Il était au micro de Michael Zamès il y a quelques minutes. Monsieur le ministre, vous venez de dire que la porte était ouverte finalement pour le dialogue encore sur le texte que vous allez présenter sur le logement. La porte est vraiment ouverte ? Elle a toujours été ouverte. Vous savez, le dialogue, je le mène constamment depuis le jour où je suis entré dans ce ministère de la cohésion des territoires. Je n'ai pas passé une seule journée sans recevoir, sans écouter, sans dialoguer. Et bien sûr, le dialogue avec les collectivités locales, pour moi, il a toujours été essentiel. Je suis encore un élu local. J'ai longtemps, jusqu'il y a quelques semaines, présidé une agglomération. Et si je n'étais pas à l'écoute des élus locaux et des territoires, ce serait vraiment à désespérer. Je vais venir sur le fond de votre projet de loi, bien entendu. Simplement, depuis ce matin, on sent quand même une envie de la part du gouvernement de tendre la main, une envie de dialogue. C'est un rattrapage par rapport à cet été un peu difficile que vous avez connu ? Écoutez, en ce qui me concerne, l'écoute et la main tendue, elle a toujours été à disposition des élus locaux et je ne pense pas en trouver beaucoup qui pourraient indiquer que je n'ai pas été à leur écoute. Ensuite, il faut ensemble trouver des solutions, à la fois bien sûr par rapport aux projets qui sont les leurs, par rapport aussi à la nécessité de lutter contre le déficit budgétaire qui est un véritable problème pour la France. Mais je pense que ce dialogue, nous l'avons enclenché. Dans le secteur qui est le mien, il sera continué, que ce soit au niveau territorial ou au niveau de la politique du logement. Et il n'est pas question d'interrompre ce dialogue. Vous souhaitez une révolution en termes de logement, à savoir que c'est la fin des aides à la personne pour privilégier quoi ? Les aides à la pierre, c'est un changement total du modèle social français ? Non, la question que vous posez est totalement inexacte. Il ne s'agit pas d'aller vers la fin des aides à la personne. Il n'a jamais été question de cela. Il s'agit de mieux gérer les aides de l'État. Il n'a jamais été question de supprimer les aides à la personne. Moi, je voudrais une bonne fois pour toutes qu'on écoute ce que l'on dit, qu'on ne soit pas d'accord. C'est possible, mais je ne souhaite pas qu'on caricature. Nous avons des contraintes budgétaires dans ce pays. Jusqu'ici, on a répondu aux questions posées par les Français par l'endettement.
Aujourd'hui, nous savons les uns et les autres que ce n'est plus possible. Donc il y a un certain nombre d'économies qui doivent être faites. Nous cherchons le moyen de les faire de la manière la plus judicieuse possible, de faire des restructurations, effectivement, mais il n'a jamais été question de supprimer, par exemple, les APL. Vous avez bien compris, bien évidemment, ma question sur les APL. Il y a une levée de bouclier de la part. Personne n'a jamais dit qu'on allait supprimer les APL, cher monsieur. Je trouve que cette réduction, cette schématisation ce n'est pas incroyable puisque votre question a été posée. Mais on l'entend bien. Vous l'entendez, mais moi je suis obligé de vous dire les choses. Que l'on essaie de faire en sorte que cela fonctionne mieux. Et qu'il y a par exemple au niveau du fonctionnement des coûts qui sont considérables, des procédures qui sont inéquitables quand on calcule les allocations sur les revenus d'il y a 2 ans et que en fait ça a un coût de plus d'1 milliard par an, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Quand il y a un coût de 600 millions d'euros de fonctionnement, je pense que nous pouvons améliorer les choses. En tout cas, il n'est pas dans les intentions du gouvernement de diminuer les allocations que reçoit chaque allocataire. Je veux rectifier les choses parce que cette formulation est totalement non seulement réductrice mais inexacte. Voilà pour la réaction de Jacques Mézard au micro de Michaël Zamès. Autre réaction à présent, celle de la sénatrice Corinne Bouchoux. Elle est au micro de Saveria Rejec en direct de la salle des conférences. C'est à vous. Bonjour Corinne Bouchoux. Bonjour. Le gouvernement mise donc sur une relance de la construction pour faire baisser les prix dans les zones tendues. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Écoutez, c'est une idée. Je signalerai simplement que cette mesure à elle seule ne suffira pas. Vous avez eu des ministres précédemment, les ministres Duflot, Cos et Pinel, qui déjà se sont attelés à ce problème, qui avaient pris un certain nombre de mesures, et on s'aperçoit que le marché de l'immobilier est à la fois un marché complexe et où la question du prix n'est pas exactement la même chose que le prix des carottes. Donc ça peut y participer, ça peut ne pas être automatique. Ça, c'est l'économiste qui vous dit ça. Mais que faut-il faire pour lutter alors contre les loyers chers ? C'est une des principales préoccupations des Français, hein, les difficultés à se loger. Alors je pense qu'en France, on a 2 problèmes et pas un seul. Il y a effectivement le premier problème dans les villes, dans les agglomérations et surtout les métropoles, de l'augmentation démentielle du prix des loyers. Et donc là, on a un problème d'accessibilité et d'injustice d'accès au logement, où vous avez, si vous voulez, pour parler simplement, un effet d'éviction. Les travailleurs, les chômeurs et les jeunes sont relégués et sont éloignés des endroits où ils vivent et d'où ils travaillent. En revanche, vous avez un deuxième problème, et j'aimerais qu'on traite les deux en même temps, c'est un problème du mal-logement. Vous avez quand même plusieurs millions de personnes qui sont à la rue, enfin des milliers de personnes qui sont à la rue, et donc vous ne pouvez pas régler un problème sans régler l'autre. Revenons-en néanmoins aux annonces du gouvernement, ce choc de l'offre dont parle le gouvernement. Est-ce qu'il est possible, selon vous, en Ile-de-France, là justement où le retard dans la construction est énorme ? Est-ce que ce choc de l'offre est possible ? Alors, l'économiste vous dira toujours qu'un choc de l'offre ne marche pas toujours. La femme politique vous dira qu'un choc de l'offre à lui seul, je le répète, n'est pas suffisant. Vous pouvez créer des logements. Je vais vous prendre un exemple parlant. En Espagne, vous avez des dizaines de milliers de logements qui sont vacants. Vous pouvez regarder dans nos belles régions, avec un certain nombre de dispositifs. On a construit partout des résidences avec de la défiscalisation où vous n'avez personne. Donc le problème, si vous voulez, n'est pas tant de construire plus de logements en région parisienne, il est aussi de faire en sorte que nos concitoyens aient les moyens économiques d'habiter dans ces logements. Mais est-ce que cette politique de l'offre peut néanmoins tirer les prix vers le bas ? Écoutez, c'est le pari que fait le gouvernement. Alors, cette politique, je ne suis pas marcheuse, je ne vais pas la désapprouver par principe. Je dirais que c'est une politique traditionnelle, ou au sens qu'elle postule quand le bâtiment va, tout va. Et donc, c'est un signal symbolique que l'on envoie au monde du BTP et qui peut-être s'en contentera. Néanmoins, je le répète, c'est bien de construire des logements, mais si vous avez une majorité de Français qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces logements, eh bien, ça pose problème. Regardez actuellement le parc social. On a un parc social, on a des logements vides, y compris en région parisienne, parce qu'un certain nombre de nos concitoyens ou ne peuvent pas y aller ou ne veulent pas y aller. Alors, vous êtes élu écologiste. Que pensez-vous de la transformation du crédit d'impôt pour la rénovation énergétique en
subventions. L'idée, c'est de rendre le dispositif accessible à tous. C'est une bonne chose? Écoutez, oui, je pense que c'est une mesure intelligente. Je vais m'expliquer. Lorsque vous avez un crédit d'impôt, ça veut dire qu'on va retirer de ce que vous auriez dû payer d'impôt une certaine somme que l'on va vous rendre. Donc ça avantage ceux qui payent déjà un impôt. En revanche, ceux par exemple qui ne payent pas d'impôt parce qu'ils ne sont pas imposables, non, j'allais dire, aucune incitation à faire des travaux de rénovation énergétique. J'allais dire, ils ne gagnent pas grand-chose puisqu'ils peuvent ne pas être imposables. Donc c'est une mesure qui est symboliquement positive. Après, je voudrais alerter sur un point, c'est aussi, j'allais dire, le professionnalisme des entreprises. Vous avez toutes sortes d'entreprises, des vertueuses, des très compétentes, et vous allez avoir, et c'est peut-être le risque, un effet d'aubaine, peut-être, de certaines entreprises qui vont se tourner vers des publics qui auront le problème de l'expertise et de faire des travaux dans des bonnes conditions. Donc j'allais dire, il faut être vigilant, mais moi l'idée me convient. Très bien, merci beaucoup. Merci Corinne Bouchoux d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction en direct. Dans le reste de l'actualité, à la veille d'une nouvelle manifestation contre les ordonnances, la petite phrase d'Emmanuel Macron, journaliste de CNN, n'est sans doute pas passée inaperçue auprès des syndicats. Le chef de l'État a estimé que la démocratie, ce n'est pas la rue. Si je respecte ceux qui manifestent, je respecte aussi les électeurs français. Et ils ont voté pour le changement, a-t-il expliqué. Marie Brémond. Nous prendrons dorénavant la discipline à l'étranger de ne pas parler de politique française. Voilà une promesse qu'Emmanuel Macron a bien du mal à tenir. Hier encore, depuis New York, le président s'est laissé aller à quelques confidences sur la réforme du Code du travail. J'ai expliqué ces réformes. J'ai présenté ces réformes pendant des semaines et j'ai été élu pour ces réformes. Je crois en la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la rue. Du côté de la majorité, le message est passé. Il faut clore au plus vite le dossier loi travail. Là, il y a un processus qui a été enclenché, qui a été annoncé avant l'élection présidentielle, avant les élections législatives, en toute transparence, réformer le Code du travail par voie d'ordonnance. Nous en avons débattu à l'Assemblée avant. Au mois de juillet, il y a eu 35 heures de débat. Troisième mi-temps il y a eu social. Un vote. Et il y aura après également une ratification. Car l'exécutif doit faire face à des mouvements de protestation dans la rue. La semaine dernière, tout d'abord. Mouvement de grève demain également. Et ce samedi, à l'appel du leader de la France Insoumise. Dans la ligne de mire des manifestants, la loi travail présentée par les syndicats et l'opposition comme une catastrophe sociale. Le bras de fer s'intensifie donc entre un président qui veut incarner l'autorité de l'État et des opposants qui comptent bien le faire céder. On ouvre à présent notre page spéciale consacrée aux élections sénatoriales. À 4 jours du scrutin, le Parti socialiste pourrait profiter de l'effondrement de la République en marche et entend bien rester le second groupe parlementaire à l'issue du renouvellement. Je vous propose d'écouter le porte-parole du PS, Rachid Temal, qui se veut optimiste. Nous avons des socialistes combatifs sur le terrain, des élus qui sont dans l'opposition, une opposition intelligente au pouvoir, je l'ai dit, notamment sur les questions de lutte contre la casse sociale et de lutte contre la casse territoriale, et qui vont ensuite porter au Sénat nos valeurs, en lien bien évidemment avec le Parti socialiste, parce qu'il y a encore beaucoup de combats. Je prends un exemple, la question du projet de loi de finances 2018, où au-delà des gesticulations du Premier ministre, c'est l'épreuve de vérité. Et quand on nous annonce d'ores et déjà une baisse drastique du budget du logement et du budget de l'emploi, on ne peut que voir que ce gouvernement a bien une politique de droite et que les classes populaires, les classes moyennes et les collectivités sont les grandes victimes de ce début de quinquennat. Et on retourne salle des conférences au Sénat avec vous, Saveria Rojek, pour une nouvelle réaction à l'actualité politique ce jour avec le sénateur socialiste du Doubs, Martial Bourquin. Bonjour Martial Bourquin. Bonjour. On le disait à l'instant, on le voit plus que quelques jours avant les sénatoriales et vous me disiez ce sont les derniers jours les plus décisifs. Quel regard portez-vous sur l'avenir de votre groupe, du groupe PS au Sénat? On parle de plus en plus d'une scission du groupe à l'issue de ces sénatoriales. Tout d'abord, je pense que, vu la politique actuelle envers les collectivités locales, je pense qu'on devrait avoir un groupe socialiste plus important que prévu. On sait très bien que le collège électoral est fixé depuis les élections municipales, qu'il est favorable aux Républicains, mais aujourd'hui, vu les décisions que prend le président de la République et le gouvernement envers les collectivités, je sens comme un mécontentement extrêmement fort, si bien qu'on devrait se retrouver qu'un groupe socialiste
plus important parce que nous nous opposons à cette politique. Et le groupe socialiste pourrait-il se scinder en deux à l'issue de ces sénatoriales? Je ne le souhaite pas. Ce serait la pire des choses. Simplement, il va falloir clarifier. La clarification, c'est quoi? Si on soutient le gouvernement et le président de la République, ce n'est pas la place du Parti socialiste. Le Parti socialiste doit être un parti à la fois d'opposition, mais un parti aussi de gouvernement capable, demain, en cas d'échec qui devient de plus en plus probable du président de la République et du gouvernement, capable de gouverner. Et là, je pense vraiment qu'il y a cette clarification opérée. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Il faut que nous soyons un parti d'opposition. Clairement, vous savez, par exemple, la baisse des APL. Pour redonner 4 milliards aux plus riches d'entre nous, c'est pas sérieux. Et sur des questions comme celle-là, il faut être présent et avoir des positions extrêmement fermes. Et en revanche, pas de raz-de-marée, visiblement, pas de raz-de-marée en marche au Sénat. Je pense que même on va s'apercevoir qu'il y aura de grosses difficultés pour le parti présidentiel qui présente quelques listes dans plusieurs départements. Et je pense que les difficultés s'amoncellent. Il y avait l'Assemblée générale des maires du Doubs. J'ai senti comme un mécontentement d'une force considérable. Et inévitablement, le parti présidentiel va subir ce rejet. Quelques mots maintenant, Martial Bourquin, sur cette décision historique. Le principe a été acté, la vente du siège du Parti socialiste de la rue de Solferino. Votre réaction, ça a été annoncé hier soir. C'est à la fois un choc, mais il fallait s'y attendre. Ce siège, il a accompagné, tout s'est fait dans ce siège depuis le parti d'Épinay. Les grandes victoires, nous nous retrouvions à Solferino. Les 2 victoires présidentielles, mais aussi les victoires aux élections territoriales. Ça a été chargé d'histoire, tout ce lieu. Mais en même temps, vu la défaite historique que nous avons eue, on ne pouvait pas garder ce siège. Et c'est... Oui. Plusieurs dirigeants du parti depuis hier soir demandent un vote des militants ou un vote au Conseil national sur cette décision. Est-ce que vous le souhaitez? Faut-il voter sur la vente du siège? Moi, je pense que la direction qui est en place est capable de nous dire si financièrement on peut tenir ou non ce siège. Si on ne peut pas le tenir, à quoi ça sert de voter? Ça m'embêterait beaucoup. Il va falloir donner des tracts maintenant. Quand il y a la loi travail, qu'on va pouvoir licencier les personnes comme on veut, quand il va y avoir plus de précarité, est-ce qu'il faut garder un siège et mettre beaucoup de moyens dedans, ou est-ce qu'il faut faire le travail de militants auprès du peuple de France et de ceux qui ont besoin de nous? Alors c'est cela le choix. Et je pense que on va nous présenter un dossier, et dans ce dossier, il y aura la possibilité ou non de garder Solferino, et je pense que la mise en vente ne faisait guère de doute. Très bien. Merci beaucoup. Merci Martial Bourquin d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Saveria. On en vient à présent aux enjeux politiques, groupe par groupe, de ces élections sénatoriales. Pour en parler, j'accueille Tam Tranui. Bonjour Tam. Aujourd'hui, on va parler du groupe LR, car ce scrutin devrait, a priori, leur être plutôt favorable. Oui, à première vue, c'est mécanique. Les grands électeurs sont à 95% des conseillers municipaux qui ont été élus en 2014. L'élection, à l'époque, avait donné lieu à une vague bleue. Et donc, la majorité de droite doit sortir renforcée. Je vous donne également quelques chiffres. Je rappelle que le groupe LR compte aujourd'hui 142 sénateurs et que 53 d'entre eux sont renouvelables, ce qui fait un taux de 37%. Le groupe tablerait sur un gain de 15 à 18 sièges, ce qui ferait un groupe à 155-160 sénateurs. Mais ça, Tam, c'était avant l'élection d'Emmanuel Macron et le raz-de-marée de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Oui, et le groupe LR a eu chaud, effectivement. Avant l'été, il craignait que de nombreux maires ruraux non incartés rallient les rangs de La République En Marche. Mais voilà, c'était il y a 2 mois. Alors, entre la baisse de popularité d'Emmanuel Macron, les annonces impopulaires auprès des élus locaux, le moral est donc meilleur pour les Républicains aujourd'hui. Reste que tout de même, avec les bouleversements politiques récents, il y a de nouveaux points de fragilité au sein du groupe, notamment si les LR constructifs s'en vont ou si des centristes qui font aujourd'hui tous partie de la majorité sénatoriale manquent à l'appel. Et puis plus classiquement, les LR font face à de nombreuses listes dissidentes
sentent, hein, Tam. Là-dessus, ils sont victimes de leur succès. Hein. Comme le groupe s'attend à de bons résultats, cela suscite des convoitises, notamment dans les départements urbains. Par exemple, dans les Hauts-de-Seine, la liste de Roger Karoutchi, investie par les LR, fait face à 4 listes dissidentes LR, divers droite, ou encore dans le Nord, il y a également la liste de Marc-Philippe Daubresse qui fait face à 4 autres listes de droite. Et puis il y a également donc cette division qui pourrait donc faire perdre des sièges, jusqu'à donc une dizaine de sièges, nous dit-on. Notez que sinon, les LR sont des champions de la dissidence organisée, et cela pour contourner la loi sur la parité. L'exemple canonique sur cette élection, c'est la Manche, où 2 sénateurs sortants, Philippe Bas et Jean Bizet, se font face sur 2 listes différentes, car les LR ne peuvent espérer que 2 sièges dans la Manche. Or, les 2e places de ces listes sont évidemment occupées par des femmes. On termine, Tam, sur les personnalités LR qui pourraient faire leur entrée au Sénat. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Marc-Philippe Daubresse, ancien ministre de Jacques Chirac, puis de Nicolas Sarkozy, ancien député, devrait être élu dans le Nord. On peut également parler d'Édouard Courcial dans l'Oise, lui aussi qui fut secrétaire d'État, président du conseil départemental dans l'Oise. On peut enfin parler de Frédéric Péchenard, lui aussi sarkozyste, l'ancien premier flic de France, qui est 3e sur la liste de Pierre Charon à Paris en position éligible. Notez enfin que Brice Hortefeux ou encore Natacha Beauchard sont présents sur des listes, mais en simple soutien, car à leur place, ils ne peuvent pas être élus. Merci beaucoup, Tam, pour toutes vos précisions. Suite à présent de notre série consacrée à la campagne pour ces élections sénatoriales, mais cette fois vue du terrain. Direction les Hauts-de-Seine. Ce département de l'Ouest francilien n'échappe pas à la multiplication des candidatures, et notamment des candidatures dissidentes. C'est le cas à droite. C'est un reportage de Sandra Cerquera. Et aujourd'hui, quelle est l'institution qui peut être une voix différente? Le Sénat, seul contre-pouvoir à Emmanuel Macron, c'est le message délivré par Gérard Larcher en personne, venu soutenir la liste officielle de la droite dans les Hauts-de-Seine, emmené par Roger Karoutchi, sénateur sortant. Dans le département, la droite part plus que divisée avec 5 listes, des dissidences qui pourraient coûter cher. C'est bien qu'on se retrouvera dans le groupe des Républicains au Sénat. Et si on perd un siège ici, un siège à Paris, un siège en Val d'Oise, un siège en Seine-et-Marne, un siège dans le Nord, un siège dans le Pas-de-Calais, on peut finir par avoir de mauvaises surprises le 24 au soir pour la majorité sénatoriale. On enlève le dernier rang là-bas, les 3 dernières, et puis ça suffira. De toute façon... L'union à droite, Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud depuis 12 ans, l'a refusé. Ce dissident LR ne se reconnaissait pas dans la liste officielle. Le renouvellement, c'est la seule façon pour lui de tirer les enseignements de la présidentielle. J'espère qu'il y aura une prise de conscience de ce qui s'est passé dans notre pays depuis le mois de mai, et notamment que la famille politique dans laquelle je suis aujourd'hui soit un peu plus ouverte, un peu plus moderne que ce qu'elle n'est, de ce qu'elle démontre depuis quelque temps. Ces divisions pourraient profiter à la liste UDI du sénateur sortant Hervé Marseille, d'autant que cette fois les centristes partent unis. L'important pour lui est de conforter la majorité de droite et du centre au Sénat. Il faut aussi éviter que le gouvernement et le président de la République ne disposent d'une majorité des 3/5 pour faire passer des textes constitutionnels. Il n'est pas souhaitable que le gouvernement dispose à la fois d'une très large majorité à l'Assemblée et des 3/5 au Parlement. Il faut qu'il tienne compte des parlementaires. Sur la liste d'André Gattolin, on trouve des candidats de tous bords. LR, UDI, PS, le sénateur sortant passé d'Europe Écologie à En Marche compte sauver son siège en piochant des voix un peu partout. Mais la colère des élus suite aux annonces du gouvernement pèse sur sa campagne. Les gens face à face, de se voir à 1, à 2, à 3, puis maintenant à s'agréger. André Gattolin dit ne pas avoir le choix. Il se doit d'être offensif, avec un maître mot, la pédagogie. C'est mon rôle de candidat, c'est aussi en tant que parlementaire, je peux soutenir un gouvernement, mais en même temps dire, voilà, il y a telle chose qui ne va pas. Je pense qu'on a été trop brutal sur les emplois aidés. Bien sûr que voir simplement la rentabilité ou la durabilité économique, c'est oublier qu'il y a une dimension sociale. Il faut faire, comme disent les Américains, du fine-tuning, il faut faire de l'ajustement. Voilà un nouveau souffle pour les Hauts-de-Seine. Pendant des semaines, le candidat PS dit avoir appelé à l'union. Mais la gauche part elle aussi divisée avec 3 listes. Xavier Iacovelli sait que la bataille sera difficile. Nous avons perdu nos communes,
Nous avons perdu la plupart de nos conseillers départementaux, puisque nous n'avons que 2. Malgré tout, nous sommes la première force politique de gauche. Et ça, je pense que nos partenaires avaient peut-être du mal à le concevoir, de se mettre derrière une force politique qui n'avait plus de mairie, mais malgré tout était la première force en nombre d'élus. Dans les Hauts-de-Seine, 11 listes se disputent 7 sièges et la droite largement favorite malgré ses divisions pourrait rafler la mise. Voilà, et pour être tout à fait complet sur ces sénatoriales dans les Hauts-de-Seine, vous voyez la liste de tous les candidats qui s'affichent sur votre écran. Sandra Cerqueira m'a rejoint sur ce plateau. Sandra, vous avez donc été dans les Hauts-de-Seine pour voir les enjeux de ces élections sénatoriales. Il y a beaucoup de dissidence à droite, c'est le cas au niveau national, mais là, quelle est la spécificité de ce département ? Alors on peut déjà commencer par dire que les dissidences, cela n'a rien de nouveau. Les élus avouent même que les dissidences, c'est un peu comme une tradition, notamment à droite. Alors dans les Hauts-de-Seine, on peut dire que les législatives ont quelque peu bousculé le paysage politique. LREM, donc La République En Marche, a obtenu 10 députés, alors que la droite n'en a conservé que 2, ce qui a quand même bougé les lignes. Et cela a donné des envies aux perdants pour qui le sénatorial était une occasion de s'offrir une deuxième chance. Donc parmi les 4 têtes de liste dissidentes, 2 étaient candidats aux législatives, donc les maires Éric Berdoati et Philippe Pemezec. Et il y avait aussi Bernard Lépidi qui lui était candidat à l'investiture des législatives et qui est aussi candidat maintenant au sénatorial en tant que dissident. Alors au-delà de ça, c'est certainement le manque de leadership à droite qui a favorisé les dissidences. Roger Carucci, qui s'occupe des investitures chez les Républicains et qui a suivi cela de très près, dit bien que c'était impossible de ramener tout le monde à la maison, car le parti est tout simplement dans une phase transitoire, qu'il n'y a pas de président et donc pas d'autorité naturelle. Alors au final, ces dissidences pourraient faire perdre à la droite une dizaine de sièges, même si pas de quoi faire perdre le Sénat à la droite. Ouais. Quelles conséquences, quelle résonance ces dissidences vont-elles avoir sur le Sénat ? Alors c'est vrai que la présidentielle, elle a laissé des traces, même au Sénat, et le malaise est profond au sein du groupe LR, à l'image de la crise que traverse le parti, on l'a évoqué juste avant. Et par exemple, Éric Berdoati, que l'on voit dans le reportage et qui est donc dissident d'hiver droite, lui, il dit vraiment et clairement que s'il est élu, il ne sait pas s'il siégera au sein du groupe Les Républicains. Il dit j'attends de voir si le groupe s'ouvre, si Bruno Retailleau est reconduit, parce qu'on sait que Bruno Retailleau est contesté par certains membres. Il attend donc de voir et surtout il regarde avec attention donc le possible groupe Les Constructifs qui est en projet, qui est voulu par Fabienne Keller. Sauf que certains, à droite comme au centre, pensent que ce vent de fronde ne se concrétisera pas. En off, ils sont même persuadés que Gérard Larcher est déjà à la manœuvre et qu'il est prêt à rencontrer un à un ceux qui seraient tentés de prendre leur envol. Et on connaît les qualités de rassembleur de Gérard Larcher. Et ils sont persuadés qu'il saura ramener, ou plutôt laisser à la maison, donc ceux qui sont tentés par les constructifs pour maintenir une majorité confortable. Merci beaucoup Sandra pour toutes vos précisions. François de Rugy veut accélérer le travail législatif. Le président de l'Assemblée nationale milite pour une réduction du nombre de navettes. Il l'a dit ce matin lors d'une conférence de presse de rentrée. Alors comment fonctionne aujourd'hui ce travail législatif entre les deux assemblées? Les explications de Fabien Recker. 1 an. C'est souvent le délai nécessaire entre la rédaction d'une loi et sa promulgation. Trop long selon le président de l'Assemblée nationale. Ça pose un problème démocratique pour nos concitoyennes et nos concitoyens de voir que des propositions mettent autant de temps ensuite à devenir réalité. Prenons l'exemple d'un projet de loi déposé au Sénat par le gouvernement. Le texte est d'abord examiné et amendé par une commission avant d'être débattu puis voté par les sénateurs en séance publique. Il est alors transmis en l'état à l'Assemblée où reprend le même processus, examen, modification ou ajout et vote. L'adoption définitive du texte implique qu'il soit voté dans les mêmes termes par les deux chambres. Si elles ne tombent pas d'accord, le texte repart au Sénat en deuxième lecture pour être à nouveau amendé par les sénateurs avant de revenir une nouvelle fois à l'Assemblée. On appelle ça la navette parlementaire. En cas de désaccord après 2 lectures, une commission mixte paritaire composée de députés et sénateurs tente de trouver un compromis. En cas d'échec, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Mais le gouvernement peut aussi engager une procédure accélérée et réunir une commission mixte paritaire après une seule lecture dans chaque chambre, une méthode de plus en plus utilisée par l'exécutif. Devant le congrès de Versailles cet été, Emmanuel Macron avait suggéré une simplification de la navette afin d'accélérer la fabrique de la loi.
Un souci de lisibilité que partage le président du Sénat. Pour moi, il faut faire mieux la loi, moderniser notre manière d'être présent et puis réconcilier les Français avec le Parlement. Parmi les pistes avancées par François de Rugy, permettre aux députés de voter certains textes en commission et limiter l'obstruction parlementaire. Et on ouvre tout de suite le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Le Guen, bonjour, ancien secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement dans les gouvernements Valls 1 et 2. Merci d'être avec nous. Didier Mauss est également sur ce plateau. Bonjour, professeur de droit constitutionnel, spécialiste de toutes ces questions parlementaires et de la procédure parlementaire. Merci d'être avec nous. Et Jean-Louis Prévost, bonjour. Vous êtes journaliste politique à l'AFP en charge du suivi du Sénat. Première question pour vous, Jean-Marie Le Guen, qui avez vécu ces procédures parlementaires de l'intérieur. Est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui besoin de légiférer plus vite, de rendre le travail parlementaire plus efficace ? Alors, je crois qu'on peut et on doit rendre le travail plus efficace, moins théâtral, plus sérieux, et parfois il faut aller plus vite. Et en même temps, je ne m'inscris pas complètement. Toute action législative ne doit pas être faite dans l'urgence, ce serait dommageable. Donc il faudrait faire la part des choses entre des textes qui ont besoin de maturer. Je pense que tout ce qui tient aux mœurs, au droit civil, etc., qui sont des questions de société très importantes, méritent souvent une maturation assez forte, alors que des textes plus économiques et sociaux, de réactivité, dans un monde aujourd'hui très changeant, doivent aller plus vite. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de redites dans l'action législative. Il y a beaucoup de théâtralité au détriment du travail d'argumentation et de fond. Et donc, je pense que effectivement, dans les procédures, il doit être possible d'aller à la fois d'être plus efficace, de savoir aller vite quand il faut aller vite, de prendre le temps qu'il faut lorsque c'est nécessaire. Un certain nombre des propositions qui sont faites, me semble-t-il, vont plutôt dans le bon sens. Didier Mauss, légiférer plus vite pour rendre le travail parlementaire plus efficace. Ça existe déjà certaines pistes qui ont été évoquées, notamment une seule lecture par assemblée. On le voit avec le recours fréquent à la procédure accélérée. Écoutez, honnêtement, mieux travailler au Parlement, c'est un thème éternel. Et si vous reprenez des textes d'il y a un siècle, avant 1914, la belle époque du Parlement, où on disait déjà on travaille mal à la Chambre des députés et au Sénat. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Simplement, c'est vrai que l'accélération du temps, l'accélération de la société nécessite peut-être dans certains cas d'aller un peu plus vite. Bon, quant au problème de savoir s'il faut faire une seule lecture ou deux lectures, moi je suis assez attaché au principe des deux lectures, parce que je crois que si on veut rechercher un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, au moins sur un certain nombre d'éléments, pas surtout, il faut prendre un petit peu de temps dans la navette. Et en général, c'est pas la deuxième lecture qui prend le plus de temps. Ceci étant, il y a la procédure accélérée, elle est mise en œuvre très fréquemment, elle était très très largement utilisée sous le précédent quinquennat, j'ai plus les statistiques dans la tête. Quasiment la quasi-totalité. La quasi-totalité. Donc on en était presque là, je dirais. Mais n'oubliez pas c'est que la deuxième lecture, en fait, c'est quand il n'y a pas de procédure accélérée, on a en fait 3 lectures. La réalité est celle-là. Oui. Donc, ça veut dire 3 fois 2 lectures. Ça fait 6, plus une dernière, ça fait 7, plus le travail en commission qui est à chaque fois dupliqué. Donc, ça fait quand même 14 au total. Ça fait beaucoup quand on veut un ministre présent en commission, par exemple. Non, mais le problème des commissions est un vrai problème. On espérait, après la réforme de 2008, que le travail en commission prendrait plus d'importance et que la séance publique, de ce fait, prendrait moins de temps. Bon, il faut reconnaître 10 ans après que c'est un échec. Bon, et c'est un échec pas uniquement pour des raisons institutionnelles, mais en partie pour des raisons de comportement en réalité des acteurs qui aiment bien dire en séance publique ce qu'ils ont envie de dire, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a le journal officiel, la sténo, et que ça permet d'entrer dans la théâtralité que vous évoquiez. On va y venir, Didier Mauss, sur la séance. On reste sur cette question du temps. Ouais. Sur cette question de la navette parlementaire, est-ce que vous pensez, Jean-Louis Prévost, qu'on pourrait se suffire d'une seule lecture ? Est-ce qu'il y a quand même des apports lors des secondes lectures au Parlement ? Alors, on voit à peu près à chaque fois que l'une des deux chambres, soit l'Assemblée, soit le Sénat, apporte quand même des améliorations au texte qui vient de l'autre chambre. Ou alors, de temps en temps, on était à une situation de blocage, et là, on sait bien que c'est l'Assemblée qui a le dernier mot.
Moi, j'ai mon expérience au Sénat. Je ne sais pas très bien comment ça se passe à l'Assemblée nationale, mais ce que j'observe quand même, c'est qu'au Sénat, Gérard Larcher a mis en place une réforme il y a 2 ans qui font que les choses fonctionne quand même mieux. Le travail en commission peut déjà élaguer une partie des textes, retirer un certain nombre d'amendements qui ne sont plus du tout, qui ne reviennent plus comme cela en séance. De même, en ce qui concerne les amendements, tout ce qui n'a pas de caractère normatif est retiré dès l'examen en commission. Là, on assiste déjà à une amélioration et une plus grande rapidité de l'examen, et le travail s'en trouve véritablement facilité. Jean-Marie Le Guen, est-ce qu'il faut aller jusqu'au vote de certains textes en commission sans passer par un débat en séance publique ? Oui, je pense que ça doit être possible pour un certain nombre de textes très techniques qui de façon consensuelle. Alors ça, c'est déjà le cas, donc il faudrait peut-être que le consensus soit un peu plus stimulé, quoi. Donc peut-être une majorité qualifiée qui permette et qu'il n'y ait pas toujours des gens qui, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le texte en question, veulent bloquer. Et puis, il faut bien le dire aussi, il y a quelque chose qui n'a pas été abordé d'ailleurs dans la réflexion, me semble-t-il, encore menée, c'est tout le problème de la loi de finances, parce que nous sommes un des rares pays où on passe autant de temps sur des choses qui ont vraiment peu à voir avec la conduite du budget de la nation. C'est 1 mois de l'Assemblée et du Sénat qui sont utilisés, alors que la partie dite prélèvement est passée en 1 semaine, mais la partie dite dépense, alors qu'elle est quasiment inamovible dans le débat, va durer 3 semaines. Là, je pense que si on avait été fidèle à une réforme qui a été mise en place, c'est-à-dire ce qu'on a appelé en son temps la LOLF, la loi organique sur les finances publiques, et si on avait vraiment travaillé autour de cette idée-là, notamment dans les commissions, on n'aurait pas 1 mois entier de travail où on ne va pas au fond des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas au fond, on n'est pas sur l'efficacité, on est encore sur l'affichage de la dépense publique et pas sur l'efficacité de la dépense publique. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de ce qui ne va pas ou de ce qui peut être amélioré, on part comme si on avait une page blanche à chaque budget. Et là, on perd beaucoup de temps et d'efficacité du point de vue du contrôle parlementaire. Ouais. Didier Mauss, on sait aussi que François de Rugy veut revoir peut-être le droit d'amendement. C'est l'existence même d'un parlementaire. Est-ce qu'il faut le limiter ? On voyait le président de l'Assemblée dire que finalement, quand le même amendement est présenté plusieurs fois au sein d'un même groupe, ça n'a plus vraiment de sens. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu aberrant dans la pratique de l'amendement, mais en même temps, c'est un droit fondamental d'un député ou d'un sénateur. Je crois qu'il ne faut pas non plus considérer que le Parlement est une entreprise dont la productivité se mesure à la rapidité d'adoption des lois. Je crois qu'il faut trouver un critère du bon travail parlementaire qui est différent, c'est-à-dire une bonne loi. Et c'est vrai qu'il y a des lois de fond, il y a des lois de circonstances. Bon, on a vu un certain nombre de ministres dire à la tribune « Je vous présente un projet de loi qui anticipe le prochain projet de loi ». Je me souviens par exemple, Mme Trottmann un jour était ministre de la Culture et de la Communication, disant « ce n'est qu'une étape dans l'histoire des lois sur la communication ». Alors, les amendements, ça existe. Est-ce qu'on peut les limiter plus ? Il y a déjà un certain nombre de règles, il y a des pratiques. Bon, on voit aussi qu'il y a des amendements qui sont contraires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel passe son temps, à propos d'à peu près toutes les lois, à déclarer contraire à la Constitution ce qu'on appelle les cavaliers législatifs, c'est-à-dire des amendements qui ont été déposés à tort. Bon, ça prend aussi du temps. Sans raison. Oui, du temps, tout ça. Je veux dire, bon, il faut quand même se mettre dans la tête, je crois que c'est important, et surtout quand on voit par exemple les images de l'Assemblée nationale et du Sénat, que le Parlement est un lieu où l'on doit discuter, un lieu où on doit confronter un certain nombre d'avis, et il ne faut pas escamoter en réalité ce qui fait le cœur de la démocratie parlementaire, c'est-à-dire le dialogue entre le gouvernement et sa majorité, qui logiquement font un, et les oppositions, je dis les parce qu'en ce moment il y en a plusieurs, mais peu importe, et le cas échéant, l'opposition entre la majorité de l'Assemblée nationale et la majorité du Sénat. Alors, quand c'est urgent, on y arrive. Regardez, la loi d'habilitation sur le Code du travail, bon, ça a été adopté en moins d'1 mois, grosso modo, ce qui est un délai parfaitement raisonnable compte tenu du calendrier. Bon, et il faut aussi se mettre dans la tête... Parce que justement, il y avait très peu de droits d'amendement sur une loi d'habilitation. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'amendement, et parce qu'il n'y avait pas d'autres projets qui traînaient derrière. Bon, c'est le gouvernement qui, en réalité, fournit
les textes, pour l'essentiel, au Parlement. Et ben là, il faut peut-être aussi essayer qu'il y en ait un peu moins. J'entends ce discours depuis très longtemps, mais... Toujours cette inflation législative, chacun est fautif. Jean-Louis Prévost, là on voit que les propositions dont nous débattons sur ce plateau émanent de l'Assemblée nationale. Comment elles peuvent être reçues, perçues ici au Sénat? Alors au Sénat, donc, une réforme a déjà eu lieu il y a 2 ans, engagée par Gérard Larcher, et dont les effets se font sentir véritablement au quotidien. Il y a eu d'abord l'organisation de l'agenda des sénateurs. Le président Larcher a décidé de bloquer 3 jours en séance, le mardi, le mercredi, le jeudi, en débordant de temps en temps sur le lundi ou le vendredi. Cela pour permettre une meilleure présence de l'ensemble des sénateurs, aussi bien une meilleure présence en séance, mais également dans les travaux de commission, et pour leur permettre d'être dans leur circonscription, dans leur département, le lundi, du vendredi au lundi, ils passaient le week-end. Donc il y a eu, ça a permis également de lutter contre l'absentisme, qui était fortement décrié. À côté de ça, il y a eu différentes mesures, notamment un renforcement du rôle des commissions. Également quelque chose de très important, mais qui n'apparaît peut-être pas comme véritablement un allègement du travail législatif, mais les votes des grands textes, généralement, avaient lieu à l'issue du débat. C'est-à-dire que si un texte, l'examen d'un projet de loi se terminait dans la nuit du vendredi au samedi à 3h du matin, le vote solennel avait lieu dans la foulée jusqu'à 5h du matin, un samedi. Inutile de vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de sénateurs et qu'ils n'étaient pas dans un état très très frais. Donc le bureau du Sénat, le bureau du Sénat a décidé de déplacer ces votes solennels, de les concentrer au mardi après-midi, ce qui permet la présence de l'ensemble des sénateurs, ce qui permet aussi d'avoir un débat plus apaisé en ce qui concerne les explications de vote, avec des sénateurs un peu plus frais qui savent vraiment ce qu'ils font, si j'ose m'exprimer ainsi. Ouais. Jean-Marie Le Guen, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un consensus entre François de Rugy et Gérard Larcher sur ces questions de réforme de la procédure parlementaire? On sait ici que le Sénat aime prendre le temps. C'est une chambre justement qui se définit par les discussions plutôt dans la longueur dans l'hémicycle. Il n'y a pas de temps programmé ici au Sénat, contrairement à ce qui se fait à l'Assemblée. Oui, même si je suis d'accord sur le fait que, moi, en tant que secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, j'ai jamais eu de difficulté avec la majorité sénatoriale, avec le Sénat qui a bien travaillé. Mais j'allais dire, d'un certain point de vue, il me semble que c'est moins le problème entre l'Assemblée et le Sénat que à l'intérieur même de l'Assemblée nationale, où très souvent les choses sont beaucoup moins régulées. Et évitons quand même de donner l'impression d'une politique où finalement le spectaculaire l'emporte sur le rationnel, sur l'argumentaire, etc. Donc je crois vraiment qu'il faut se rapprocher des démocraties modernes qui travaillent au fond les textes. Et d'ailleurs, évidemment, évitons aussi de légiférer à outrance. Je pense qu'on devrait avoir une saisine. Il y en a un peu d'ailleurs au Sénat, de la même façon. Vous savez, on n'a pas le droit de présenter un amendement quand on fait des dépenses sans qu'elles soient gagées. Ce serait un peu simple. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'amendements qui pourraient sauter si ce n'était pas des textes qui proposent une régulation de niveau réglementaire et non pas législatif. C'est-à-dire que si on n'essayait pas de tout faire remonter dans la loi, mais laisser au décret ce qui est au décret, laisser à la circulaire ce qui est à la circulaire, de toute façon avoir plus de souplesse. Eh bien, on y gagnerait beaucoup. Mais tous les lobbies, professionnels et autres, évidemment, souhaitent que l'organisation de leur profession appartienne à la loi. C'est-à-dire que, pratiquement, l'organisation de la profession ne peut pas être changée pendant 5 ou 6 ans, parce que le temps de mettre à l'ordre du jour un détail, etc., que ce soit voté et que ça passe, ça prend un temps fou. Ça, c'est ce type d'attitude qui est fréquente dans la manière de légiférer, aboutit à des blocages, les fameux blocages de la société française où on ne peut pas véritablement bouger comme il convient la réglementation des différentes professions, des différents champs d'activité économiques et sociaux. Donc il y a vraiment un effort à faire, me semble-t-il, pour alléger la loi, pour la rendre plus réactive
Et j'espère que le Sénat et l'Assemblée se mettront d'accord. Je ne pense pas que les propositions de Rugy soient des propositions qui soient il n'a pas déterré l'âge de guerre. À la question du Sénat. Ouais. Didier Mauss, à la fois on entend vos arguments, il faut quand même prendre le temps de bien examiner une loi, de l'améliorer, de la modifier. Et pourtant, il y a dans l'opinion publique aussi une volonté accrue de réforme, d'aller vite. Alors est-ce qu'on peut bien faire correspondre les désirs de l'opinion publique et le travail qui se fait ici par les parlementaires? Oui, mais je crois que ça, il y a un effort de pédagogie à faire de la part du gouvernement et des parlementaires. Le temps de la loi, ce n'est pas le temps du journal télévisé du 20h. Bon, il faut quand même qu'on se dise ça. Bon, il y a des lois dont l'impact est rapide et on ne légifère pas pour l'instant. J'allais dire, on évoquait tout à l'heure effectivement les grandes lois, civiles ou sur la société, même les lois pénales, les lois sur la bioéthique, etc. On ne légifère pas pour un mois, 1 an ou 2 ans. Et donc il faut prendre un petit peu. Dans certains cas, mais dans d'autres cas, oui, on légifère. Voilà. Mais alors, quand on fait du droit du travail ou du droit fiscal, là, on sait qu'on légifère pour du court terme parce qu'automatiquement, 2 ans après, on va vous dire il faut faire autre chose. Bon, donc peut-être faut-il distinguer dans ces cas. Mais pour revenir aux questions que vous posiez, je crois que Gérard Larcher arrivera à être d'accord avec François de Rugy à condition que les droits du Sénat ne soient pas mis en cause. Bon, et il est du rôle du président du Sénat, en réalité, de défendre la singularité du Sénat, c'est-à-dire sa participation à la confection de la loi. Et puis, je voudrais revenir d'un mot sur le problème des lois en commission. Il y a longtemps qu'on dit qu'il faut que les lois soient adoptées en commission, ça se fait en Italie, etc. Réglementairement, d'ailleurs, on pourrait parfaitement travailler en commission, simplement donner le rapport en séance publique et on passe très rapidement. On le fait pour les lois de ratification de traités et on en fait, ça va très vite. Bon, simplement, il faut que le débat en commission, dans ce cas-là, soit public. Bon, oui, parce que l'élaboration de la loi, elle doit se faire sous le regard, alors en théorie des citoyens, en réalité beaucoup des groupes d'intérêt, nous sommes d'accord là-dessus, oui. Mais la publicité du débat de confection de la loi est essentielle dans une démocratie. Ouais. Un mot, Jean-Louis Prévost, justement, sur ces consensus qu'on peut attendre entre François de Rugy et Gérard Larcher. Alors, pour continuer sur ce que disait M. Maos, la publicité des débats au sein des commissions existe quand même au Sénat, où la plupart du temps elles sont effectivement publiques, et vous pouvez retrouver leur compte-rendu qui est publié sur le site intégralement sur le site du Sénat. Maintenant, en ce qui concerne M. de Rugy et M. Gérard Larcher, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore tellement pris l'angle l'un et l'autre. Donc, M. de Rugy, il a été élu en juin. Il y a eu une période à la séance extraordinaire en juillet. Il y a eu beaucoup de travail à ce moment-là. Monsieur Larcher, maintenant, est à peu près partout en France où il soutient les candidats de son camp pour l'élection sénatoriale. Je pense qu'ils parleront de tout ça lorsque Monsieur Larcher, s'il est réélu, et je pense, a priori, je pense... il n'y a pas grande... il n'a pas beaucoup de mauvaises surprises à attendre. Je crois qu'il va falloir attendre octobre pour qu'il se contacte et qu'ils se mettent d'accord sur un calendrier. Alors il y a quand même la question des réformes institutionnelles aussi, qui fait partie des missions dont les a chargées le président de la République. Ils ont tous les deux pour mission de faire des propositions en ce qui concerne les réformes institutionnelles. Alors la question, est-ce qu'ils seront sur la même ligne ou non? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ça fera l'objet d'un prochain débat. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat en direct. Jean-Marie Le Guen, peut-être une réaction, puisqu'on va parler maintenant de l'annonce de la vente du siège du Parti socialiste Solferino. Ça suscite des remous. Quelle est votre position? Écoutez, je pense que d'une façon générale, il faut que le Parti socialiste sache tourner la page. Là, il y a par ailleurs une nécessité de vendre ce siège, qui lui-même est devenu, d'un certain point de vue, le symbole d'un parti enfermé. Donc voilà, il faut tourner. C'est pas le siège historique. Il a été le siège historique d'une période, 1980 jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ça correspond à un cycle. Voilà, on va faire de la nostalgie immobilière. Bien, merci. Cette hypothèse était donc sur la table depuis plusieurs mois, mais elle est loin de satisfaire tout le monde. Les explications de Stéphane Amalian. Les cadres du PS foulent peut-être cet escalier pour la dernière fois. L'objectif de la vente est de renflouer les caisses, relancer le parti après la défaite aux législatives. Ce qui compte, c'est la question de la position et de l'action d'un parti politique aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'ère de comment on continue à porter l'émancipation individuelle au collectif. C'est tout ça que nous allons porter. Et donc le siège n'est qu'un outil, n'est pas une finalité en soi.
Un outil trop onéreux, mais qui reste le symbole d'une génération. Certains cadres semblent gênés par la méthode. Qui prend la décision? Alors c'est un bureau national. Sur la présentation, semble-t-il, des comptes par le trésorier du Parti Socialiste. Jusqu'ici, d'ailleurs, on n'a toujours pas eu de compte de présenté, de libération. Oui. Bon. Un processus opaque, selon Stéphane Le Foll. Pour François Rebsamen, toutes les instances du parti doivent être impliquées. Je n'ai pas parlé forcément de vote des militants, j'ai parlé d'abord d'information, éventuellement d'un conseil national, et on va voir comment les choses se passent, mais elles se passent dans la transparence, c'est pour moi une condition essentielle. Du côté des militants, les avis sont partagés, mais tous sont d'accord sur un point, ils auraient dû être consultés. Moi, je pensais que ça allait être l'aboutissement d'une concertation et effectivement, pourquoi pas, même c'était ce que je préférais, d'un vote des militants. Les militants sont complètement mis de côté et c'est une minorité qui n'a plus de légitimité d'ailleurs, qui prend des décisions. Certains militants voient dans cette vente l'opportunité d'installer le siège dans un quartier plus populaire pour recoller avec la philosophie de la gauche. Et pour évoquer la vente du siège de Solferino, Alain Bergogneau, historien du Parti Socialiste, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Alain Bergogneau. Bonjour. Le PS a donc acté hier soir le principe de la vente de son siège historique de la rue de Solferino. Est-ce que c'est aussi le symbole de la fin du PS? Non, parce que le Parti Socialiste, depuis, on peut dire sa naissance, depuis 1905, a changé 7 fois de siège dans Paris et François Mitterrand 3 fois. Donc, disons que c'est la fin d'un cycle, après les défaites électorales du printemps. Mais c'est une autre histoire qui commence et dont personne ne connaît l'issue. Alors, les dirigeants du parti hier soir parlaient d'une décision inéluctable, compte tenu, vous l'avez dit, de l'état des finances. Est-ce qu'il y a vraiment urgence à vendre? On a l'impression quand même qu'il faut liquider le passé très vite. Non, je pense que c'est pas le liquider le passé. Si j'ose dire, c'est liquider le passif. C'est-à-dire le passif du déficit financier, puisque vous savez que les partis politiques aujourd'hui sont largement financés par l'État, selon les résultats aux élections législatives, au nombre de voix. Et là, on passe entre 2012 et prochain budget 2018 de 20 millions d'euros à 7 millions d'euros. Donc, vous faites le calcul, sur 5 ans, 100 millions de déficit. Donc, à partir de ce moment-là, le choix est simple. Soit on privilégie l'action politique. Or, un parti, c'est quand même pour agir, pour parler, pour diffuser, préparer des élections. Soit le maintien dans des lieux. Donc, la priorité a été donnée à l'action. Néanmoins, vous auriez pu choisir de faire une hypothèque sur justement la rue de Solferino. Ça a été fait en 95. Non, en 93. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que je vous ai donné les chiffres, 100 millions de déficit, ce n'était pas suffisant. Et donc le choix qui a été fait quand même très, très largement, c'est le choix de l'action. Et puis il ne faut pas oublier que le parti, ce n'est pas qu'un siège parisien. C'est des fédérations, c'est des lieux dans les départements. Et ce qui est vraiment prioritaire, c'est pouvoir aider l'implantation locale, départementale, et qui est souvent à reconstruire. Donc tout ne se symbolise pas sur un seul siège parisien. Est-ce qu'il faut vérifier les comptes pour être certain que cette décision est inéluctable? On a entendu certains dirigeants du parti ce matin demander cela, une vérification des comptes. Les comptes, je pense tout le monde, il y a une commission des comptes, donc c'est transparent, tout le monde les connaîtra. Mais le point essentiel, c'est qu'il y a un déficit majeur pour les 5 ans à venir, et puis il y avait déjà eu pour la campagne présidentielle, et puis pour le financement du parti, des emprunts. Donc on ne peut pas laisser monter la dette et reculer les décisions de mois en mois et d'année en année, parce que le passif serait encore plus important. Et franchement, c'est l'action politique décentralisée qui est majeure. Qui a pris cette décision? Est-ce que c'est Jean-Christophe Cambadélis? Je rappelle que vous étiez présent hier soir au Bureau national au moment où la décision a été annoncée. Oui, et Jean-Christophe Cambadélis, il y a eu un débat au Bureau national sur le rapport du trésorier, évidemment. Mais c'est lui qui
été encore jusqu'au 30 septembre premier secrétaire, et il a pris la responsabilité sur ses épaules de proposer cette décision. Et je crois qu'il a manifesté là un courage certain. Est-ce qu'il faut que cette vente, la décision de cette vente, soit entérinée par le Conseil national ou même un vote militant? On parle d'un vote lors du Conseil national du 30 septembre. Mais formellement, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'à la limite, s'il fallait un vote, ça serait le vote des militants. Donc il faudrait attendre le prochain congrès. Justement, vous ne pensez pas que formellement, ça n'est pas nécessaire, symboliquement? Mais ça ne s'est jamais produit. Lorsque François Mitterrand a décidé de quitter la cité Malesherbes pour aller 7 bis place du Palais Bourbon, il a demandé à personne, il n'y a pas eu de vote. Et quand Léon Blum est parti entre les deux guerres vers la rue Victor Massé, il n'y a pas eu de vote non plus. C'est la responsabilité d'une direction d'utiliser les moyens du parti. Alors justement, pourquoi François Mitterrand a choisi de s'installer rue de Solferino en 1980? Il avait d'abord choisi la place du Palais Bourbon, et ça veut tout dire. C'est-à-dire que pour François Mitterrand, et là on était dans les années 70, qui était un grand parlementaire, ce qui comptait, c'était la proximité de l'Assemblée nationale. Et il était là à 150 mètres de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et pour lui c'était le lieu du pouvoir pour un parti qui était, avant 1981, un parti d'opposition. Donc voilà, François Mitterrand disait il faut être proche des lieux de pouvoir, car nous avons vocation à être un parti de gouvernement. Bien sûr, il y avait aussi cette volonté de montrer que le Parti socialiste était là. Et puis en plus, c'était évidemment extrêmement commode pour les élus et les députés qui sont quand même majoritaires dans la direction, pour pouvoir en 5 minutes être à l'Assemblée, voter, revenir. Donc c'est une commodité politique. Mais alors pourquoi juge-t-on que 40 ans plus tard, c'est une adresse trop bourgeoise, la rue de Solferino, pour un parti de gauche? Oui, là, je crois que c'est ce qu'on entend beaucoup. Oui, je crois que là, si j'ose dire, c'est une mauvaise manière de poser la question. Parce que ce qui intéresse les Français, c'est pas le lieu, c'est l'action, c'est le bilan, c'est les propositions, c'est l'incarnation, mais un lieu n'a jamais fait un parti. Même si au bout d'un certain nombre de décennies, il y a une identification un peu sentimentale et médiatique. C'est le cas, justement, oui, avec bien le Parti sûr, socialiste et la rue de Solferino. Bien sûr, mais autrefois, c'était la cité Malesherbes. Et le Parti socialiste a quitté la cité Malesherbes, il y avait une nostalgie des anciens, mais ça ne l'a pas empêché de gagner les élections en 1981. Donc les lieux sont importants, mais ne sont quand même pas l'essentiel. Alors beaucoup jugent justement que ça va permettre au parti de quitter le 7e arrondissement de Paris pour une adresse et un siège qui serait, on va le dire, un peu moins tapageur, plus proche des valeurs de gauche. Oui, mais encore une fois, là, je crois que c'est une mauvaise analyse. C'est pas le siège qui est tapageur. Dans ce siège, on a gagné, on a perdu, et les Français, ce qui est important pour eux, c'est l'action, le bilan, l'image, l'incarnation. Déjà, Ségolène Royal, à l'époque, en 2 minutes, avait proposé ça. Alors, on peut considérer que ça comme un instrument de communication, mais franchement, c'est pas l'essentiel. Et si on fait une mauvaise politique dans un lieu et dans un quartier populaire, ça ne changera absolument rien au résultat. Et je voudrais pas être trop cruel, mais prendre d'autres exemples, le siège de parti dans des quartiers populaires et qui n'ont pas enrayer leurs difficultés. Mais symboliquement, où sera le prochain siège? Est-ce que vous en avez parlé hier soir? Oui, mais ça sera dans Paris. Vous en avez parlé hier soir? Oui, ça sera dans Paris, mais pour l'instant... dans Paris, pas en proche banlieue? Ça dépend de ce qu'on appelle la proche banlieue. Enfin, tout ce qui est joignable par métro, quoi. Donc, et dans un arrondissement populaire, on verra bien. Pour l'instant, la décision, le choix n'a pas été fait. Il faut quand même prospecter, il faut d'abord vendre avant d'acheter. C'est l'économie familiale, mais c'est quand même important. Et puis, il faut prospecter. Pour l'instant, il n'y a pas de décision prise. Stéphane Le Foll s'est dit ce matin très triste. Est-ce que vous trouvez que la décision n'est pas à la hauteur de l'ambition de la reconstruction du parti, puisque c'est précisément là où on est le PS aujourd'hui? Il y a 2 éléments. La tristesse, tout le monde la partage, parce que c'est le symbole d'un échec politique, d'un échec électoral. Et en même temps, la reconstruction, c'est d'abord l'action.
C'est pas les pierres, aussi belles et aussi attachantes soient-elles, ne font pas l'action. Et ce qui compte pour un parti, c'est de pouvoir agir, c'est de pouvoir parler, c'est de pouvoir diffuser, de soutenir ses fédérations, ses sections. Donc Stéphane Le Foll, qui est un militant aguerri, sait très bien que ce qui compte, c'est l'action. 40 ans, rue de Solferino, si vous deviez, vous, ne retenir qu'une seule chose, la rue de Solferino, ça serait quoi? Un seul souvenir? Il y a deux souvenirs qui sont liés à un même personnage, au François Mitterrand. Il y a le souvenir de la victoire de 81, la nuit de 81, et puis il y a le souvenir du départ. Vous y étiez? Non, j'étais un peu jeune, mais là, en second, le souvenir du départ de François Mitterrand en 1995, lorsqu'il a quitté l'Élysée, il est venu à Solferino et alors c'était un homme malade, et comme il l'avait dit, c'était la fin de sa vie politique, mais aussi la fin de sa vie, et c'était un moment très émouvant. Très bien. Merci beaucoup. Merci Alain Bergouni d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi. Calmer la grogne des élus et renouer le dialogue avant les sénatoriales. Voilà à quoi s'est attelé Édouard Philippe devant la conférence des villes organisée par l'association France Urbaine. Le Premier ministre sans tabou a abordé tous les sujets qui fâchent, des contrats aidés à la taxe d'habitation, sans oublier la baisse des dotations. Quentin Calmé. Opération déminage pour le Premier ministre ce matin, en ouverture de la conférence des villes qui réunit les 2000 agglomérations, métropoles et grandes villes de France. Édouard Philippe est immédiatement revenu sur le dossier chaud du moment, la baisse des dotations de l'État. Il ne s'agit pas de 13 milliards d'euros de baisse de la dépense locale. Nous vous demandons de maîtriser votre dépense, y compris votre dépense tendancielle qui est en hausse. C'est très différent. Vos dépenses vont continuer à progresser, mais vous devez infléchir la courbe. Pour les maires présents ce matin à la conférence des villes, on note l'évolution dans la méthode de l'exécutif. Après plusieurs annonces très mal perçues par les élus locaux sur les dotations, les emplois aidés ou encore la taxe d'habitation, aujourd'hui, ces édiles veulent croire à une nouvelle dynamique. On ne voulait pas que ce soit un coup de rabot brutal tout de suite. Il a adopté, semble-t-il, une méthode que l'on appelait de nos voeux, qui tient compte de la croissance, de la diversité de nos territoires, et qui donc va nous permettre de respirer. Pour d'autres élus, notamment à gauche, rien à faire. Le début de quinquennat est raté pour ce qui est des relations avec les collectivités territoriales. Nous sommes porteurs de cette grogne parce qu'elle nous vient du terrain. Le Premier ministre a dit que les maires, c'était vraiment l'incarnation de la proximité et du terrain. Eh bien oui, et ce qui remonte du terrain, c'est un profond mécontentement, le sentiment qu'après la conférence nationale du territoire, il y a eu tromperie, puisque toute une série de tuiles leur sont tombées sur la tête pendant l'été. Des élus qui vont être très attentifs lors de la présentation du projet de loi de finances mi-octobre. Déjà, les associations des maires de France, des départements et des régions ont annoncé vouloir maintenir la pression lors de leur congrès réunis dans les prochaines semaines. Alors à l'occasion de la conférence Ville France Urbaine, on va tout de suite s'intéresser au rapport entre l'État et les collectivités, aux équilibres territoriaux tels qu'ils sont conçus par le chef de l'État, alors que 80% de la population française habite dans 20% du territoire et que la tradition jacobine centralisatrice perdure. Comment en penser cette nouvelle carte des territoires? On va en parler avec mes invités sur ce plateau. Frédéric Gilly, bonjour, vous êtes chercheur à l'école urbaine de Sciences Po, merci d'être avec nous. Michel Cantal-Dupart, bonjour, vous êtes architecte et urbaniste. Vous avez remis en 2013 à François Hollande un rapport sur le Grand Paris. Merci d'être avec nous. Vincent Ossius, bonjour. Vous êtes chef du département économie-finance de France Stratégie. Et j'accueille enfin Jean-Baptiste Fauré, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef délégué de la Gazette des communes. Première question pour vous, Frédéric Gilly. On a entendu ce matin Édouard Philippe beaucoup parler de la carte des territoires, de cette carte des territoires. On sait que sous le quinquennat de François Hollande, il y a eu l'adoption de la loi NOTRe. Est-ce que vous diriez que la carte des territoires, aujourd'hui, est en train réellement de se modifier en France? Alors, c'est toujours compliqué de rentrer dans ces questions par des logiques de cartes, de compétences et de délimitation. Je pense qu'en amont de ça, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on discute de tout ça? Est-ce qu'il y a un sujet ou pas à redécouper? Comment fonctionne aujourd'hui notre économie et nos relations sociales dans les territoires? Indubitablement, le fonctionnement de nos territoires a changé.
et ce qu'on appelle les métropoles prennent une place de plus en plus importante dans la circulation des richesses, dans la circulation de l'information. Je dirais que donc il y a une légitimité à se poser cette question-là. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est considérer que les métropoles ont un rôle central dans le fonctionnement des territoires ne veut pas dire que les métropoles sont l'alpha et l'oméga de toutes les politiques territoriales. Elles ont besoin de leur périphérie et aujourd'hui elles tendent à trop les ignorer. Et le deuxième sujet, c'est considérer qu'il y a besoin de redécouper ou réfléchir aux compétences et aux limitations ne doit pas se faire sans passer par une case, je dirais, de démocratie locale, mais qui ne soient pas simplement les élus, qui soient aussi les habitants pour rediscuter collectivement de la façon dont on vit dans les territoires et la façon dont on vit dans le pays. Et ça, je dirais que depuis 5-6 ans, ces questions de territoire, elles ont tendance à être des questions d'élus et pas des questions Frédéric pour les Gilly, habitants. avant de donner la parole aux autres invités, on va tout de suite retrouver Mickaël Zamès en direct de l'hôtel de Ville à Paris. Vous êtes avec Christian Estrosi, lui il aimerait bien voir la métropole niçoise justement fusionner avec le département des Alpes de Haute-Provence. C'est à vous. On a entendu dans le discours à l'instant du ministre de l'Intérieur une volonté de dialogue finalement de ce gouvernement avec les élus locaux. C'est quelque chose que aujourd'hui vous soulignez de la part du gouvernement ? Oui, parce que nous n'étions plus habitués depuis un certain nombre d'années à avoir un gouvernement qui se montre être un véritable interlocuteur des élus locaux. C'est vrai. C'est pas le cas cet été. Et il y a eu des annonces au mois de juin, début juillet, qui pouvaient nous inquiéter, avec un risque de réduction brutale de près de 13 milliards d'euros de l'effort de l'État en direction des collectivités en vue de réduire les déficits publics de manière globale entre les déficits publics de l'État et ceux des collectivités. Mais sans rentrer dans le fond de l'effort qui est fait par un certain nombre d'entre nous. Aujourd'hui, les collectivités locales, c'est 70% de la commande publique dans notre pays. On cherche de la croissance, on veut créer des emplois, on veut lutter contre le chômage. Ce sont les collectivités qui investissent le plus, qui y contribuent. Et certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont fait beaucoup d'économies, comme celle aux destinées de laquelle je préside, Nice, sa métropole, d'économies de fonctionnement ces dernières années pour privilégier notre marge d'autofinancement et pouvoir investir sur les équipements publics qui sont attendus pour améliorer la qualité de vie, les transports, les déplacements, l'université, attirer des investissements qui touchent aux start-up, à la recherche et au développement. C'est pour cela que vous lancez, ce sera ma dernière question, c'est pour cela que vous lancez un grand mouvement avec les élus locaux ? Nous en parlerons dans quelques temps, mais en tout cas il y a une réalité, c'est que l'exécutif et le législatif ne peuvent pas continuer à faire des réformes sans proposer un véritable pacte de confiance, comme vient de le faire d'ailleurs Gérard Collomb, à l'ensemble des grands décideurs de ce pays, c'est-à-dire les décideurs des territoires. Merci beaucoup Christian Estrosi d'avoir répondu en direct à nos questions. Gérard Collomb va arriver d'ici quelques secondes pour répondre lui aussi en direct aux questions de Public Sénat. Merci Mickaël et on vous retrouve donc dans un instant. Michel Cantal-Dupart, je voudrais vous interroger sur cet essor des métropoles qui semble à présent inéluctable. Comment peut-il se faire sans qu'il n'y ait un effet peut-être secondaire néfaste, notamment sur les départements, sur le reste des territoires ? Est-ce que ça ne risque pas d'accentuer la fracture territoriale ? Alors, on est prisonnier de notre histoire et on est face à des défis énormes. On est prisonnier de notre histoire, n'oublions pas que ce pays a été découpé en départements, on va prendre l'exemple du département, pour rendre commodes les relations des territoires à l'État. Et l'État a mis partout un représentant, qui était un commissaire de la République ou un préfet, qui était atteignable par tout individu, tout citoyen dans la journée. Voilà. Si on considère ceci important, les relations de l'État et des citoyens, aujourd'hui, peuvent se faire de pratiquement tous les territoires, à quelques exceptions près, dans la journée. Donc, on dit ça pour montrer un certain nombre de choses. D'autre part, il y a l'information. Et on est l'organe où nous sommes diffuse dans la totalité, même au-delà des frontières de notre pays. Donc il y a une information qui est complètement différente. Donc on a une organisation très désuète que tout le monde trouve commode par rapport à des affectations de compétences qui sont du ressort de la région, du département, de la commune. Enfin, tout ça
dans des réunions de synthèse, met beaucoup de gens autour d'une table, ça coûte très cher, épouvantablement cher, et selon les tendances politiques, on est pour tel projet ou contre tel projet. J'ai entendu M. Estrosi qui désire fusionner les Alpes-Maritimes et sa commune. C'est ce qu'a fait l'agglomération de Lyon. Mais c'est très bien, c'est même formidable. Tout à l'heure, on disait les métropoles se font fi de leur périphérie, mais c'est une autre façon d'intégrer la périphérie à la métropole régionale. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui est en train de se passer au niveau économique et qui tue un certain nombre de petites villes. C'est-à-dire qu'on a une mentalité de clocher, on est attaché au clocher. Des tas de gens se sentent en totale désespérance parce qu'ils voient tout fermer, ils voient tout partir, les emplois, les commerces, le boucher, le boulanger, il n'y a plus rien. Et ça fait d'une certaine désespérance. Comment peut-on inverser cette tendance ? Alors les gens ont des raisons, disent c'est l'automobile qui a cassé tout ça, ce sont les grandes surfaces, il y a des choses comme ça que tout le monde pense. En fait, les choses évoluent. Les communes étaient les fruits des paroisses. Aujourd'hui, un curé, je prends ça comme exemple, un curé gère un certain nombre d'églises partout. Donc tout ça aussi évolue. Moi, je travaille à l'heure actuelle beaucoup sur parce que ça dépend des communes, les marchés. Les marchés, où les gens sont très attentifs au circuit court, à un certain nombre de choses. Combien de maires travaillent aujourd'hui sur la rénovation de leur marché, sur la rénovation du bâtiment marché, sur son emplacement et sur les gens qui viennent à l'intérieur. Et ça, c'est une réelle alternative, une réelle économie et un réel dynamisme avec tout ce qui peut se passer autour. Et ça, c'est des choses simples. Des petites choses simples. Il n'y a pas besoin d'appeler, ça valorise l'agriculteur d'à côté. Et ça fait plaisir à tout le monde et c'est pas cher. Vincent Ossius, dans cet équilibre territorial difficile à atteindre, on le voit, quelle est la vision d'Emmanuel Macron? On sait qu'il a favorisé justement l'essor de ces métropoles, et c'était rappelé avec les fusions de départements sur le modèle de ce qui a pu se faire entre Gérard Collomb et Michel Mercier à Lyon avec le département du Rhône. Ça, c'est un modèle vers lequel il faut tendre selon vous? Alors, là, je ne vais pas exprimer la vision du président de la République. France Stratégie, auquel j'appartiens, est un institut de réflexion, de proposition qui est non partisan, qui se base sur des analyses objectives et donc des travails lourds d'identification des problèmes. Et cet enjeu, effectivement, de la dynamique des métropoles est un des enjeux, bien évidemment, que nous avons identifié comme central pour la décennie à venir. La relation entre les métropoles et leur territoire, comme l'en dit M. Quentin Dupas, est un des enjeux centraux de nos sociétés, du vivre ensemble. Et on voit, quand on observe de près ces dynamiques, qu'il y a des métropoles, en fait, qui entraînent les territoires voisins. C'est le cas de Lyon, par exemple. C'est le cas de Marseille également aussi, auquel on pense moins, l'agglomération d'Aix-Marseille, la métropole d'Aix-Marseille. En revanche, c'est moins le cas de Bordeaux, c'est moins le cas de Lille, c'est moins le cas de Toulouse, par exemple. Et donc là, les enjeux, c'est de comprendre pourquoi, dans certains cas, les métropoles entraînent avec elles leur territoire dans une relation vertueuse. Et c'est en ce sens que, à la fois d'un point de vue économique et social, mais aussi, bien entendu, des structures de la démocratie. Parce que la France est un vieil État centralisé. Depuis les lois de décentralisation des années 80, on a passé des compétences aux collectivités territoriales, mais on n'a pas repensé les lieux de la démocratie en fonction des compétences qui ont été transmises. Donc ce qui a donné la perception du millefeuille territorial, mais qui pose énormément de problèmes parce que nos concitoyens pensent que le maire, par exemple, est celui qui détient le plus de pouvoir dans leur vie de tous les jours. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup des sujets les plus importants, comme les transports, comme le développement économique, l'emploi, etc., sont dans les communautés d'agglomération. Or, la représentation démocratique n'est pas à ce niveau-là. Idem pour les régions qui ont la représentation démocratique, les conseils départementaux. C'est pas qu'un problème de représentation démocratique, il y a aussi, vous parliez des effets d'entraînement, il y a aussi les conséquences économiques de l'essor de ces métropoles
sur les zones périphériques, ça. Qu'est-ce qu'on a prévu justement ? Absolument. La loi MAPTAM et la loi NOTRe avaient prévu que c'était les régions qui s'occupaient de l'équilibre des territoires, alors que les métropoles devaient plutôt se concentrer sur leur propre développement économique. Le pacte, ensuite, entre le pacte État-métropole de juillet 2016, a prévu justement que les métropoles devaient aussi se préoccuper de leur impact, de leur influence sur les territoires avoisinants. Donc là-dessus, c'est se réinterroger sur les politiques de transport urbain, justement, qui peuvent avoir un double avantage, à la fois favoriser la croissance, le dynamisme économique de ces métropoles, mais en même temps diffuser, disons, égaliser les opportunités d'accès aux services publics, aux opportunités d'emploi des personnes qui sont hors des métropoles. Qu'on n'a pas encore entendu dans ce débat, en voulant favoriser finalement l'émergence des métropoles, est-ce qu'on n'a pas pris le risque d'accentuer, d'aggraver ce qu'on appelle cette fracture territoriale et qui a pu expliquer notamment une partie du vote frontiste lors de la dernière présidentielle ? Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, dans la perception des habitants, on est aujourd'hui un peu dans Paris et le désert français. Sur le plan économique, c'est beaucoup plus contestable, mais il y a un certain nombre de populations qui se sentent très très clairement abandonnées. Alors la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il doit avant tout sa victoire au grand centre urbain. Donc son projet territorial s'appuie quand même avant tout sur les métropoles, en particulier sur la métropole du Grand Paris. Emmanuel Macron considère qu'il faut des locomotives pour irriguer ensuite le reste du territoire. Et son grand projet sur le plan métropolitain, à mon sens, c'est la métropole du Grand Paris. Et aujourd'hui, cette structure est un nain politique, financier. La métropole a un budget de 70 millions d'euros. Enfin, c'est ridicule pour la première région d'Europe. Donc, il est vraiment attendu au tournant. Il doit intervenir là-dessus le 23 octobre et mettre de l'ordre. Enfin, Gérald de Gaulle avait dit à Delouvrier, qui était le grand ordonnateur de la rénovation de la région capitale dans les années 60, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel. C'est un peu la mission aujourd'hui du président jupitérien parce qu'on a un millefeuille absolument invraisemblable. On a les communes, on a les établissements publics territoriaux, les départements, la métropole, les syndicats intercommunaux. De cet empilement des différents échelons territoriaux. Avant de vous faire agir, Frédéric Gilly, on retrouve à nouveau Michaël Zamès, puisque vous êtes aux côtés de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. C'est à vous. Monsieur le ministre de l'Intérieur, on a senti dans votre discours une volonté, plus que de dialogue, plus que d'une main tendue, d'une grande ouverture de porte vis-à-vis des élus locaux. L'élu local que vous êtes a parlé plus que le ministre. Les deux ont parlé ensemble. Le président de la République, comme vous le savez, a annoncé un pacte girondin. Et donc annoncer sa volonté de faire travailler ensemble l'État et les collectivités locales. Ce n'était pas dans sa bouche qu'un simple discours, c'était une vraie volonté. Il s'est exprimé devant les préfets il y a une dizaine de jours et il leur a fait passer ce message. Il faut déconcentrer l'État de manière à ce que vous puissiez discuter avec les collectivités locales. Ça veut dire plus de moyens. On a compris ce matin dans le discours du Premier ministre qui a donné une enveloppe budgétaire un peu plus importante. Par exemple, si on prend un cas concret pour vous, la police de sécurité quotidienne qui va voir le jour d'ici peu, elle sera bien financée, il n'y aura pas de contribution de la part des élus locaux? Ah non, évidemment, il s'agit pas pour l'État de se défausser sur les collectivités locales. C'est un jeu que je connais depuis très longtemps, non. Il s'agit de prendre notre part et de faire en sorte simplement d'avoir un travail avec les maires. On voit bien aujourd'hui que les acteurs de la sécurité, c'est évidemment les forces publiques, mais c'est en même temps les polices municipales, que même plus largement pour organiser les grands événements, ce sont les agents de sécurité. Et donc dans quelques temps, nous allons lancer une réflexion avec l'ensemble des acteurs pour essayer de construire une sécurité au quotidien. Le dialogue a repris. Est-ce que vous estimez que la période que l'on traverse, avec les élections sénatoriales qui arrivent dès dimanche, après ces élections, le dialogue sera finalement plus qu'apaisé, il sera redevenu normal ? Je pense que nous portons le projet d'une France apaisée. On a vu pendant la campagne électorale des présidentielles combien il y avait dans cette France de tensions, de colère. Et donc nous voulons surmonter ces tensions et cette colère pour que dans 5 ans, la France soit comme un certain nombre de nos grandes villes, plus détendue, plus joyeuse, plus prospère, plus agréable,
plus propice au bonheur. Comment regarderez-vous les élections de dimanche prochain ? C'est des élections qui sont très largement déterminées par les élections municipales et régionales, cantonales passées. Et donc pour En Marche, qui n'existait pas à cette époque-là, évidemment, il ne peut pas y avoir de grandes surprises. Je pense qu'on devrait être entre 40 et 50 membres du groupe. Évidemment, elles ne seront pas très bonnes pour la gauche, seront favorables à la droite, mais c'est plutôt le rétroviseur que l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous, Mickaël. Retour à ce débat autour des nouveaux équilibres territoriaux. Frédéric Gilly, on évoquait cette émergence des métropoles. Finalement, on a voulu aussi peut-être calquer ce modèle sur ce qui se fait au niveau européen. Est-ce que la France y était prête ? Est-ce que ça se prête bien justement au territoire français ? En fait, je pense qu'au-delà même de la question européenne, on a calé ça sur une vision du fonctionnement de l'économie mondiale, qui a dans des rapports de l'OCDE, de la Banque mondiale il y a quelques années déjà, disant que l'économie était plus performante dans les métropoles et donc il fallait mettre le paquet sur les métropoles. Le problème, c'est que les métropoles, elles concentrent de la richesse qui est créée autour. Elles ne sont pas créatrices de richesse en tant que telles et toutes seules. Elles sont plus productives, mais elles sont plus productives dans la mesure où elles sont l'endroit où la richesse qui est créée tout autour trouve à se valoriser. Et le problème qu'on a, notamment quand on discute, quand on analyse les résultats en termes de fracture électorale ou de locomotives et de wagons, ça donne une idée qu'il y a les métropoles qui vont créer de la richesse et il y a tous les territoires autour auxquels il va falloir faire un petit peu d'aumône. Et ça crée de la fracture, et ça crée des vrais problèmes de cohésion à l'intérieur du pays. Je pense qu'il y avait un très bon signal au début, qui était la notion on était passé d'une logique d'égalité et d'équilibre territorial à une notion de cohésion. Ce qu'attend le pays aujourd'hui, moi je fais des débats publics dans tout le pays quotidiennement, ce qu'attendent les Français aujourd'hui, c'est une logique de cohésion repensée, où chacun trouve sa place, parce que quand on va au fin fond dans la banlieue de Verdun, les gens ils disent pas je suis coupé de la mondialisation. Ils sont complètement dans la mondialisation, ils sont privés de l'accès à la mondialisation. Et ça crée c'est un ver dans le fruit, à la fois pour l'économie du pays et des métropoles, et aussi pour notre modèle politique. Peut-être votre réaction, Michel Cantal-Dupart. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, effectivement, Totalement. sur cette fracture territoriale qu'on accentue ? Première chose, on est un tout petit territoire. Si vous travaillez, j'ai la chance de travailler aux États-Unis, en Chine, la taille de la France, c'est une grande agglomération. Bon. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, moi, je me rappelle très bien, puisqu'on a vu Gérard Collomb qui vient de s'exprimer, je me rappelle très bien ce qu'il avait dit en tant qu'homme politique, maire de Lyon. Il avait dit au moment du Grand Paris, il a dit « Le Grand Paris m'intéresse. La création d'un Grand Paris va développer Lyon. Et le développement d'une grande métropole comme Lyon, bien évidemment, développe Saint-Étienne. Et le développement de Saint-Étienne développe la vallée du Gier. C'est ça qu'il faut avoir totalement en tête. On est dans une chaîne. Et souvent, parce qu'on ne fait pas attention aux maillons, certains maillons se brisent. L'exemple de Verdun est un très bon exemple. Le maillon, on casse un maillon, et à partir de là, on ne sait pas pourquoi, mais le chapelet part dans tous les sens. Vincent, aussi, cette cohésion des territoires, elle a été un petit peu oubliée. Pourtant, il y a un ministère dédié, celui de Jacques Mézard, ancien sénateur, qui doit travailler justement sur ces questions. Je crois, oui. Et aujourd'hui, les discussions qui se tiennent entre l'État, les villes et les collectivités territoriales sont très importantes parce qu'il faut réinventer une nouvelle relation de confiance, justement, entre l'État central et les collectivités territoriales. C'est ce qu'on avait un petit peu oublié en route dans les lois de la décentralisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place, en France, qui n'était pas un État fédéré, donc on n'a pas cette tradition de dialogue avec les collectivités territoriales, et on n'a pas mis en place les instances de dialogue. Alors c'est paradoxal de le dire dans cette maison, le Sénat, mais c'est vrai qu'on a besoin, à la fois bien entendu d'un rôle très important du Sénat dans ce dialogue, mais aussi d'instances de dialogue, par exemple pour planifier les investissements. On n'a pas cette instance de dialogue dans un pays comme la France qui est assez planificateur, et pourtant nous n'avons pas cette instance de dialogue où on déciderait les grandes infrastructures en commun entre les régions, les métropoles, les territoires ruraux, etc. On a besoin d'inventer ces différentes institutions qui seront les lieux en fait de constitution d'un pacte entre l'État et les collectivités territoriales, entre les collectivités territoriales elles-mêmes sur un même territoire, parce que là aussi on a inventé les conférences territoriales il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas encore vraiment l'outil
qu'on voudrait pour avoir une véritable contractualisation entre niveaux, entre échelons territoriaux. Donc il y a toutes ces instances de dialogue et de constitution de pacte à inventer. Jean-Baptiste Fauré, pour conclure et peut-être pour finir aussi sur une note positive, la commune, c'est par là que viendra le salut finalement peut-être de cette fracture territoriale. Ça va accentuer justement ce rôle, ça reste, on le sait, et notamment le maire, un des acteurs préférés des Français. C'est l'un des acteurs préférés des Français. Ceci étant, il a quand même, je ne veux pas finir sur une note négative, mais il a quand même du mal à trouver son rôle dans le nouvel espace politique. On voit par exemple l'Association des maires de France, qui est vraiment le porte-drapeau de la France, de la France des clochers. Il y a encore peu de temps, il y avait du grain à moudre, il y avait des dotations à offrir aux communes, il y avait des éléments de négociation entre l'État et les communes. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, et du coup, on assiste vraiment à un dialogue de sourds entre l'État d'un côté, les communes de l'autre, et aussi d'une certaine façon entre le nouveau monde et l'ancien monde, avec des associations d'élus qui sont avant tout dirigées par des gens issus des Républicains et du PS, qui ont du mal à trouver leur marque avec les marcheurs qui sont vraiment qui ont un autre logiciel. Eh bien, merci Jean-Baptiste Fauré, merci à vous Vincent Ossilius, merci Michel Cantal-Dupart, merci Frédéric Gilly. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain.